Bonjour mes amis. Pour cette seconde émission de l'année, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir Daniel Marcelli, Bonjour. Eddy Marajo, Maître. Frédéric Dispagne Bonjour à toute l'équipe. et le maestro Christian Boutan. Bonjour. Et vous avez droit, donc, comme d'habitude, à mon édito. Très banal, très classique. 40 homicides, la Martinique face à elle-même. 40 homicides en 2025. 40 homicides. Jamais la Martinique n'avait connu un tel niveau de violence. De mémoire, ce chiffre n'est pas un fait divers, c'est un signal d'alarme collectif. Fusillade, règlement de compte, violence intrafamiliale, narcotrafic, passage obligé, des quartiers urbains aux petites communes, au fin fond de l'île, plus aucun territoire n'est épargné. La violence est installée, elle est banalisée. Ce basculement n'est pas le fruit du hasard. Il révèle une violence devenue structurelle, armes en circulation, trafic organisé, précarité, jeunesse en rupture, services publics à bout de souffle. Les forces de l'ordre le disent clairement. Il leur manque des effectifs, ils ont des moyens insuffisants, la présence policière est complètement affaiblie sur le territoire. Quand l'État n'est plus pleinement là, le désordre s'installe. Est-ce que j'aurais cru que j'étais jeune militant révolutionnaire, que j'aurais dit quelque chose comme ça? Mais croire que la réponse serait uniquement policière serait une illusion. La violence naît aussi du désespoir, de l'absence d'avenir, du sentiment d'abandon. 40 morts, ce sont 40 avertissements, 40 signaux très forts. Combien en faudra-t-il encore? La Martinique doit choisir, subir ou agir enfin, de manière globale et déterminée. Car accepter cette violence, c'est accepter qu'elle soit la norme, qu'elle devienne la norme établie. Et cela, aucune société civilisée ne peut l'accepter. Maintenant, vous me direz qu'il Perron, là, il fait ses éditos, mais quoi faire? Quelle idée, quelle suggestion il a? Mais c'est à vous, citoyens, de nous donner des idées et de les donner à vos... Il y aura des élections bientôt, de les donner à vos élus. Jingle, jingle. On va ouvrir le feu avec le maestro Christian qui va nous expliquer comment c'est lié à ce que je viens de dire, comment on peut gérer sans pouvoir réparer sans décider. C'est mon opinion que j'étais... J'aime bien quand tu fais le geste parce que quand j'ai lu l'article, je me suis dit, quel équilibriste. Funambule, un funambule. Alors, je vais essayer de décaler comme là, comme on dit, pour essayer de... Essaye. Alors, le sujet est, semble-t-il, de considérer la revendication de pouvoir normatif comme un nouveau hobby. C'est une nouvelle conquête. Après avoir choisi l'identité législative, on examine l'organisation des modes opératoires. Et on peut comprendre, parce que dans les modes opératoires, il y a des lenteurs, il y a des difficultés. Alors, la conquête de ces pouvoirs normatifs sera-t-elle, est-ce que c'est une nouvelle justification pour obtenir les moyens d'assurer le développement tant attendu? Espérons. Espérons. Alors, je reprends l'article de mon auteur, dont je ne vous dévoile pas l'identité. La Martinique vit dans une contradiction politique qui devient structurelle. La CTM exerce une responsabilité publique, mais n'aurait pas la maîtrise des leviers décisifs. Et puis la collectivité unique, ça c'est moi qui le dis, qui fut considérée comme la condition de la guérison de nos maux, puisque comme vous savez, on avait 2 assemblées, on a dit si on a une collectivité unique, nous avons réussi. C'est efficace. Bon. Aujourd'hui, on peut faire le bilan, est-ce qu'on a vraiment réussi? Et puis comment on se situe par rapport à ceux qui ont conservé les 2 collectivités? Voilà. Ouais. Deuxième élément, les élus administrent un territoire soumis à des urgences sociales, économiques, culturelles, sécuritaires, alors qu'ils ne maîtrisent pas les leviers. C'est là où notre auteur parle des habilitations. Est-ce que les habilitations, c'est une illusion? Est-ce que les habilitations sont ce qu'on attendait? Puisque ça a été le principal argument qui a été opposé à ceux qui parlaient de la 74. On a dit non, on aura des habilitations. Et puis, on se rend compte que les habilitations sont aussi encadrées. C'est-à-dire qu'on perd du temps. Voilà. On n'a peut-être pas le sentiment que les habilitations ont prouvé leur côté pragmatique. Troisième constat, il y a une désaffection des élites et des jeunes diplômés. Voilà. Parce que ces gens-là perçoivent rapidement la limite des engagements par des contraintes, des oppositions, des confrontations, une conflictualité élevée entre parfois ceux qui nous dirigent. Alors, je pose la question, le choix de l'article 74 aurait-il effacé d'emblée ces contraintes? Je me pose la question. Pour la petite histoire, on a eu la LOM, on a eu la LODEOM, on a eu l'appel de Basse-Terre, on a eu la défiscalisation.
On a choisi l'article 73, on a fait le drapeau, on a fait l'appel de Fort-de-France, on a eu des habilitations pour le transport, l'eau, les communautés d'agglomération. Est-ce que les résultats sont tangibles et convaincants? Alors, je vais terminer en vous disant encore qu'on attend, à mon sens, de l'ingéniosité, des choix audacieux, innovants. On attend de l'efficacité, du pragmatisme. On attend aussi un progrès social. Est-ce qu'il est identifiable aujourd'hui? La réalité, c'est que l'incidence de la situation aujourd'hui en France impacte nos décisions et nos réflexions pour demain. Cette période de rigueur, de situation budgétaire, plus le climat international, aujourd'hui nous amène à la prudence. C'est pour ça que l'auteur conclut, toute délégation de pouvoir doit être réalisée avec un maximum de lucidité. Voilà, parce que nous avons à démontrer à la population l'efficacité de nos politiques. Comment se concilier évolution institutionnelle et maintien des droits acquis? Comment disposer de ressources financières pérennes et des moyens exceptionnels pour permettre à la Martinique de rattraper ses retards? Voilà. Sans ces garanties, ça c'est l'auteur qui conclut, l'autonomie deviendra un transfert de charges, ni plus ni moins, avec peut-être plus de cacophonie et plus de confrontation. Voilà. C'est très lucide, ça. Hein? Ben, j'ai essayé de traduire ce que j'ai pu comprendre de... Ben, pour la peine, on va faire un jingle et puis on va passer au problème de société. Encore que cela, apparemment, en est un. Oui, jingle. Alors, ce sujet s'appelle Cohabitation coloniale, métissage et débat contemporain en Martinique. Je suis parti du fait que on regarde les Békés, on regarde les Chabins, on regarde les Mulattes, on regarde les Nègres. Chacun se croit spécifique, se croit une entité originale et tout, alors que pendant 70 ans, tout le monde était mêlé en Bacazla, avec en plus les Taïnos et les Kalinagos, tout le monde était ensemble. Mais tu vas traiter de façon plus intellectuelle ce que j'ai balancé comme Je veux sujet. justement éviter que ça soit trop intellectualisé. Tu as dit 70 ans, Oui. tu t'es trompé, enfin c'est plus que ça. Hein. Disons que jusqu'à le premier édit qui a dit qu'il faut séparer, qu'il faut... Bon, c'est une discussion annexe et secondaire. Bien. On va dire un siècle. Euh, Officiel, je dis, mais dans la pratique, ben, là, tu es resté pneumonia. Il dit, mais ça va de soi. Enfin, quand même. bon, je pense que pour libérer tout ça, parce que derrière, il y a du complexe, il y a de l'affrontement, il y a des gens qui ne sont pas à l'aise, etc. Mhm. La première chose qu'il faut dire, c'est qu'on n'est pas les seuls concernés. Mhm. OK, au Brésil, Absolument. dans toute l'Amérique du Nord, du Sud, l'Amérique centrale, ce problème de la cohabitation ethnique est fondamental. Mais ce problème est né, bien évidemment, d'une décision historique d'un monarque espagnol qui a dit, bon, si on allait voir ce qui se passe de l'autre côté de la mer. Bon, pour des raisons essentiellement pécuniaires. Voilà, c'est ça qui mène le monde, on est bien d'accord. Bon, il en résulte une catastrophe humanitaire monstrueuse, des Amérindiens dont on s'interroge encore sur l'origine, on va dire ça. D'où viennent-ils, par où ils sont passés, il semble que ce soit des Asiatiques, enfin bon, bref. Là encore, métissage assez puissant. Disparition des Amérindiens, esclavage des Noirs, Africains, etc., etc. Bon. La problématique majeure, elle est la survivance d'une société, alors revenons à la Martinique, une société qui est régie par 3 hiérarchies, on va dire ça comme ça. Quand je dis une hiérarchie, c'est une pyramide avec très peu de gens en haut et beaucoup de gens en bas. Donc, une hiérarchie, on va dire, économique. Les pauvres en bas, les riches en haut. Évidemment, tout ça est complètement caricatural, mais vous aurez compris. Ensuite, une hiérarchie... Pas caricatural, schématique. Je dirais caricatural parce que d'autres vont s'en emparer pour nous caricaturer. Donc, elle est caricaturale, c'est pas la peine pour elle pour caricaturer nous, il caricatural. Bon, tandis que si moi mettais schématique, il y a tout de lit. Deuxième hiérarchie, une hiérarchie raciale. Oui. Les Noirs en bas, en tout cas ceux qui sont colorés, comme disent les Américains, et les clairs en haut. Avec la graduation. Ah oui, tout à fait. Et puis le troisième, qu'on oublie souvent, c'est une hiérarchie de genre. Les femmes en bas, les hommes en haut. Alors, quand on va très très vite, ça donne riche, blanc, homme, et puis pauvre, femme,
euh, Noir. noire. Noir. OK? Bon. Et c'est dans ça qu'on est. Alors, il y a des gens qui vont dire, mais non, ça n'existe pas, c'est pas vrai. La La société départementalisation. martiniquaise est une société métissée. Bon, ça suffit. OK? Ça suffit. Là, pratiquement 75% de la population martiniquaise est noire. OK? Et le métissage n'est que marginal. Alors, on a l'impression qu'elle est métissée, mais en fait, ce métissage, on va dire, de ressenti, n'est qu'un métissage qui abolit l'existence de ces hiérarchies qui sont discriminatoires. Voilà, c'est ça la réalité. Alors, comme je le disais, il n'y a pas qu'en Martinique. Quand vous allez au Brésil, il y a des villes où, grosso modo, les Noirs sont interdits. Quand vous allez à Sao Paulo, dans le centre, par exemple, c'est pas la peine. OK? À Rio, dans certains quartiers, ne venez pas sur la plage. En Argentine. En Argentine, la a population supprimé noire est l'existence noire. supprimée. Supprimé de tous Le les Paraguay, livres d'histoire. le Ouais. Paraguay, etc. Bon, bref. Notre problématique majeure, c'est de l'intégrer comme étant une donnée de base de notre avenir. C'est ça. Oui. C'est ça. On dit, le matage, ça doit être ça. C'est de dire, bon, écoutez, on ne va pas pouvoir le refaire sauf à décider qu'on va éteindre ou effacer ou brûler des gens. Ça, c'est même pas imaginable. Maintenant, c'est quelles sont les conséquences de l'intégration du métissage et de la cohabitation, appelons ça comme ça, sur notre quotidien. Moi, je pense qu'une partie extrêmement forte de ces conséquences, en tout cas importante de ces conséquences, c'est la dépression. Alors, il y a des gens qui disent « Ah ouais, non, mais on comprend mieux », mais très rapidement et très schématiquement, on ne peut pas passer d'une société de contraintes esclavagistes en 24 heures. Et c'est ce qui s'est fait. Il faut du temps. C'est ce qui s'est fait. C'est-à-dire qu'on a obligé des gens qui étaient bourreaux, esclaves, victimes, à vivre ensemble sur le même territoire sans jamais purger, entre guillemets, le passé. Et ça, alors il y a quasiment toute l'Amérique Il y a de au la sens large situation. vit ça, et il y en a qui le vivent de manière dramatique. Et d'autres, Nous, plus soft. il y en a qui en sortent. Et nous, notre challenge, c'est d'en sortir complètement. Voilà. Merci. En tous les cas, comprendre tout ce que tu as dit permet de penser l'identité créole, j'y viens, comme, je sais que ce mot-là fait mal, comme historique, relationnelle et vivante, sans mythe ni amnésie, pour continuer, comme tu le disais, avancer dans la vie. Violence sexuelle, immobilisme, dissociation, des mécanismes de survie encore mal compris. C'est très gai cette émission-là. Hein. Daniel va analyser les réactions d'immobilité et de dissociation observées chez de nombreuses victimes de violences sexuelles. Elles sont pétrifiées. Et puis après, à partir de là, on dit, elle va vous dire ce qu'on dit. Oui, alors, souvent, on entend dire dans les prétoires, lorsque le violeur défend. présumé, et je dis présumé parce qu'il n'a pas encore été jugé, il dit, mais elle n'a pas bougé, Et t'es d'accord? elle n'a pas crié, elle ne s'est pas défendue. Ou bien lorsque on arrive à traiter de dossiers d'adultes qui révèlent et se plaignent de faits qui se sont déroulés il y a plus de 30 ans, en général, il s'agit à ce moment-là de pédophiles sexuels, et il dit, mais c'est pas possible que 30 ans après, 35 ans après, elle puisse dire que ça s'est passé comme ça. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui explique cela? Le fait que la victime ne bouge pas, ou bien que la victime ne parle pas. Et c'est un phénomène qui est étudié de façon scientifique. Scientifique. Il y a un livre qui est sorti, dans la fiche que tu as donnée, qui en parle. C'est une Américaine qui s'appelle Jeanne Percy, qui écrit un livre qui n'est pas encore traduit en France, qui est sorti en novembre 2025, sur le phénomène de la sidération et de la dissociation. Mais il faut dire que cela a déjà fait l'objet d'études de neurologues sur cette question. Qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un est victime d'une agression? Ne prononçons pas encore le mot sexuel, d'une agression quelle qu'elle En soit. général. L'organisme et le cerveau ont des mécanismes d'alerte pour pouvoir dicter la conduite. Et souvenez-vous, lorsque l'on parle de victimes de terroristes, souvent ils disent, lorsqu'il y a eu plusieurs attaques, j'ai fait le mort. Le cerveau, lorsque vous êtes attaqué, lorsque l'analyse du danger est trop forte pour que vous puissiez réagir en criant ou en vous défendant,
Le mécanisme de survie, c'est de ne rien faire. C'est-à-dire que la victime de viol, et je rappelle que toutes les études scientifiques qui ont lieu indiquent que le viol dans la graduation est aussi catastrophique que la torture dans ce que ça provoque chez la personne. Donc la sidération, parce que l'agression est telle Tellement que fort. le cerveau va déclencher ce mécanisme qui va entraîner le fait que la personne ne bouge pas Elle bloque. et ne crie pas. Parce que c'est un mécanisme de survie. Parce que si ce mécanisme de survie n'existe pas, si le stress continue son chemin tellement l'agression est forte, on peut arriver au stade que la personne fait un arrêt cardiaque ou bien qu'elle puisse faire au niveau un AVC. C'est-à-dire que le cerveau met la personne en mode immobile Pour la pour protéger. pouvoir la protéger. Le deuxième phénomène, c'est le phénomène de dissociation. C'est-à-dire que c'est comme un circuit électrique. À un moment donné, pour qu'il n'y ait pas d'incendie, il y a un court-circuit. Le cerveau fait un court-circuit et la personne ne ressent plus rien, n'a plus ni la sensation physique, ni la sensation émotionnelle, parce que c'est une condition de survie, c'est donc la dissociation. Et les victimes qui vont être interrogées vont vous indiquer, je ne ressens rien, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre et je vois quelqu'un d'autre. Donc ces phénomènes, et qui sont analysés parce que ça fait jouer des, des, des zones du cerveau qui sont l'amygdale et l'hippocampe. C'est très étudié, ce n'est pas des phénomènes c'est pas une construction intellectuelle, c'est pas une construction du cerveau. Enfin, c'est le cerveau, plus exactement, quand on l'analyse, qui indique pourquoi on arrive là. C'est pas de Et l'imaginaire. donc, c'est pas de c'est l'imaginaire. réel. Merci. Et donc, ces mécanismes de défense, qui sont des mécanismes de défense, mais ils ont des conséquences qui peuvent être des conséquences terribles, notamment la dissociation. Et ça entraîne aussi l'amnésie traumatique. Et c'est ce qui explique. Il y a des enfants, quand ils ont été victimes de violences sexuelles, Ils oublient tout. ils oublient. Et donc, mais il y a des phénomènes de flashback qui font qu'ils vont se souvenir longtemps après. Et c'est pour cela que 30 ans après seulement, Ça revient. ça revient. Et donc, il faut vraiment prendre au sérieux ces manifestations Même et tardive. comprendre que c'est le signe d'un traumatisme d'une extrême violence. C'est un traumatisme réel. Avec quelques petites minutes de retard sur notre timing, Frédéric va nous parler de la notion de modèle économique martiniquais. Ça fait un gros débat d'Antillas, pour, contre, etc. Vas-y, vas-y. Ça veut dire qu'il faut que je parle vite, du Oui, coup. pas vite, mais Bon, oui, alors, comme comprendre l'économie antillaise et choisir une direction, donc c'est issu effectivement d'un article dans Antilla pour pouvoir assumer finalement une orientation économique claire. Donc, je vous fais le topo rapide des 3 lectures pour être fidèle. Une première lecture, tout dépendrait des individus dans l'économie martiniquaise, tout dépendrait des individus. Deuxième lecture, nous sommes sur un modèle protecteur, mais aujourd'hui un modèle qui s'épuise, un modèle même épuisé. Et puis, troisième lecture, la stratégie et la capacité d'agir. Donc, on est presque dans une vision anglo-saxonne du sujet. Donc, la première lecture, tout dépendrait des individus. Donc, dans l'article, il est mentionné que les difficultés viendraient avant tout d'un manque d'initiative de la part des Martiniquais, pour parler franchement, hein, de prise de risque et de responsabilité, puisque selon ce point de vue qui est évoqué, les Antilles fonctionnent dans le même cadre économique que le reste de la France. Bon, alors, on intègre dans cet exemple les exemples de la Corse, les exemples de Madère, avec la saisie d'opportunités économiques réelles, viables. Mais je pense que cette lecture-là, je peux prendre parti, hein. Cette lecture-là, je pense qu'il faut l'écarter parce que on oublie que dans l'histoire des comportements économiques, il n'y a pas que l'efficience ou l'efficacité économique. Il y a aussi des régulations, des structures, des règles. Christian a parlé des habilitations tout à l'heure, de l'encadrement. Enfin, on ne peut pas tout expliquer par la simple efficience économique. La deuxième lecture, c'est que nous avons bénéficié pendant longtemps d'un modèle protecteur. C'était une réalité, hein, enfin, bénéficié. Nous avons obtenu un modèle protecteur pendant longtemps, hérité de la départementalisation qui est fondée sur la dépense publique, la redistribution
économique et ce qu'on appelle la consommation des ménages. Bon, alors, on observe des trajectoires qui sont complètement comparables aux Açores ou à La Réunion ou dans d'autres régions périphériques européennes. Pour moi, c'est une lecture qui est un petit peu plus lucide, mais elle peut conduire quand même à une prudence un peu excessive parce que on ne peut pas tout expliquer par la protection sociale nous a immobilisés. La protection sociale nous ayant protégés, nous sommes finalement complètement, euh, on va dire, sclérosés dans une situation économique, c'est-à-dire ne rien faire. Bon. Alors, la troisième lecture, c'est cette fameuse stratégie et cette fameuse capacité d'agir. C'est ici que, selon moi, et peut-être que selon toi, la solution pourrait se trouver, à savoir que le véritable problème de l'économie antillaise n'est ni une taille de marché, ni l'insularité, ni le manque de potentiel. J'en veux pour preuve des exemples concrets, puis après on va parler de notre cas, puisqu'on prend beaucoup d'exemples, mais il faut effectivement passer aux propositions. L'Islande, avec moins de 400 000 habitants, tire une large part de sa richesse de niche à forte valeur ajoutée. L'île Maurice a bâti plus d'un tiers de son PIB sur le tourisme. Non, ce n'est pas un gros mot. Les services et l'exportation. Et Malte et Singapour ont construit leur prospérité sans aucun marché intérieur grâce à une stratégie claire et assumée. Une fois qu'on a dit ça, on sait très bien que chez nous, on a quand même créé une économie rationnelle. Une économie certes d'import, mais une économie rationnelle. Mais peut-être est-elle orientée dans la mauvaise direction. Donc, la Martinique n'est pas, à mon avis, condamnée par sa taille, mais elle est freinée par une absence de stratégie productive assumée. En revanche, une stratégie productive assumée ne peut pas être un jour l'agriculture, le lendemain le tourisme, le surlendemain la biodiversité, enfin ce qu'on vit comme atermoiement m'est d'avis depuis plusieurs décennies. Je crois que nous arrivons dans une ère, en tout cas dans les entreprises et dans l'économie, de façon assez mondiale, sur une vraie recherche, et sans vouloir être trop philosophe, de la raison d'être. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait vibrer tes employés? Qu'est-ce qui fait vibrer par principe les personnes qui collaborent avec toi, qui travaillent avec toi? Avant, ça faisait sourire parce qu'on était vraiment dans une économie assez capitalistique qui était extrêmement descendante. Mais de plus en plus, on se rend compte qu'on n'arrivera plus à mobiliser les gens par travail jusqu'à la retraite, meurt tranquillement. On n'y arrivera plus. On a une nouvelle génération qui arrive économique, et ça, il faut vraiment être très attentif sur comment est-ce qu'on mobilise, comment est-ce qu'on fait vibrer les gens quand ils travaillent pour nous. Les GAFAM l'ont très très bien compris, mais ça va se propager, se généraliser et être peut-être un petit peu moins dans un contexte, on va dire, manipulateur libéralement. Ça va devenir une nécessité pour que les personnes ne restent pas chez elles. Et je m'en arrête là. Quelle est la raison d'être du peuple martiniquais? Qu'est-ce qui le fait vibrer? Qu'est-ce qui le traverse? Et comment, par conséquent, pourrons-nous favoriser l'employabilité? C'est très bien comme conclusion. C'est excellent. Il faut y ajouter aussi des décisions collectives à prendre, quoi. C'est-à-dire que les hommes politiques s'asseyent avec les hommes d'affaires, dans les entreprises, et qu'on fasse des choix. Le choix de Taïwan, ce ne sera pas le mien. Je te laisse parler bien. On est un petit peu en retard. Vas-y, Eddy, vas-y. Eddy. Oui, je pense qu'il y a quand même un principe de base. Euh, L'axiome, c'est que la comparaison ne peut pas être faite avec toutes ces îles. Oui. OK? Oui. Nous sommes dans un ensemble. Nous sommes que 400 000 habitants, moi, je pense, d'un ensemble de 70 millions d'habitants. Point. Les gens qui commencent à réfléchir en disant ah ben, allons faire comme si on ressemble à Taïwan ou à l'Islande, ils ont tout faux. Il faut intégrer ce C'est pas ce principe. qu'elle a dit. Hein. Non, 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 je ne parle pas d'elle. Ah bon, d'accord. Je parle de ceux qui, Élargis le sujet. dans la version classique, disent ben, pourquoi on ne ferait pas comme Oui, les autres? ça, On n'est pas ça, comme les autres. On n'est pas comme les autres, c'est évident. Mais je pense que quand nous aurons les studios, j'ai lâché le morceau. Quand nous aurons de plus grands studios, on pourra réunir une trentaine de personnes et puis faire des débats comme ça. Avec une trentaine, je te souhaite bonne chance. Mais je suis capable. Oui, oui. Je suis capable de mener des débats sûr, comme ça bien avec sûr. 30 personnes et puis de les mettre au pas, mon ami. C'est Vous savez clair. ça? Non, je blague, c'est pas vrai. Et regarde-nous. Je mettrai la personne au pas. Et vous en valez chacun 10. Donc, vous voyez, on est là. J'ai 40 personnes. J'ai 40 personnes devant moi. En tout cas, pendant que tu as la parole, parce que quand tu l'as et tu la gardes, je te la donne. Je te lance la Tu vas nous alerter sur la prolifération de sites d'information générés par l'intelligence artificielle où on trouve tout. Et puis, on est dans une pensée unique. Et puis, on est robotisé par l'information. Et Dieu seul sait si Eddy et nous tous sommes intéressés par ce qu'est l'information. Oui.
Alors, en fait, le principe de base est le suivant. Comment on peut faire des économies en se passant des journalistes? Donc, de ceux qui... De ceux qui C'est ça la pensaient. base, mais c'est ça. On est oui, intelligence artificielle. Ouais. Bon, mais non, Mm. c'est comment on fait plus d'argent sans payer des salaires. C'est ça. Ça, c'est la première motivation de ceux qui multiplient les sites dits euh, interactifs avec de l'intelligence artificielle. Bon. Le deuxième objectif, c'est faire plus de profit. C'est donc, dans un premier temps, baisser les dépenses et évidemment, presque mécaniquement, augmenter les profits en en rendant les choses beaucoup plus simples sur ces sites, en multipliant leur audience et en vendant plus de pubs. Regardez, Coca regarde, eh ben, sur ce site-là, il y a 14 millions de personnes qui viennent chaque jour. Celui-là, ce site d'Open Source System ou d'Antilla, il y en a 800. Qu'est-ce que tu préfères? Bah écoute, je vais prendre celui de 14 millions. Et puis en plus, ça te coûte pas cher parce que comme il y a plein de gens qui viennent, C'est ça, ça coûte je cher. baisse le prix de la pub. Bon. Alors, l'idée est la suivante. Est-ce que ce qu'on va mettre dans les tuyaux, et c'est ça le plus important, est vrai ou pas? Alors, ça peut l'être, effectivement, mais pour que l'on identifie si ça l'est, il faut qu'on puisse le vérifier. Et comment on fait pour vérifier? Il faut comparer. Or, on ne peut pas comparer deux trucs qui sont suspects d'être faux. Donc, on va comparer quelque chose qui est suspecté d'être faux, intelligence artificielle, à quelque chose qui ne l'est pas du tout. Prenons l'exemple du monde. OK? Le problème, c'est que comme il y a de moins en moins de gens qui vont sur le monde va mourir. Enfin, le monde où... Journal. Je parle du journal, Ouais, je parle du journal, Oui. le journal Le Monde. Ouais, ouais. Antilla, Business News, le Daily Mail, en fait, tous ces moyens classiques d'information où le cœur, la devise, c'est l'information n'est pas l'opinion. Il faut vraiment retenir ça. Une information, ce n'est pas une opinion. Or, dans la quasi-totalité des sites qui utilisent l'intelligence artificielle, et je vais y venir de manière très pragmatique, on vend d'abord de l'opinion. Pourquoi on vend de l'opinion? Parce que ceux qui viennent veulent Trouver. entendre ce à quoi ils croient. Ils veulent lire leur opinion. Opinion qui a été formée auparavant par cette même intelligence artificielle. Bien évidemment. Alors, pour ceux qui aiment ça, je vais vous recommander sur YouTube, c'est sur YouTube, un documentaire magnifique qui s'appelle Propaganda. Et vous allez voir comment on construit l'opinion massive. Et on manipule effectivement de manière assez massive les votes en particulier. Alors, de manière très concrète, comment on fait? Ben, c'est pas compliqué. Pour qu'un site généré par l'intelligence artificielle donne des informations qui attirent massivement, il faut utiliser les réseaux sociaux qui donnent de l'opinion. C'est-à-dire que les gens sur les réseaux sociaux ils disent « je ne suis pas d'accord pour tel ou tel truc ». Et l'intelligence artificielle va d'abord lire ce que vous donnez et ensuite vous resservir la soupe avec vos opinions. Avec vos opinions à vous. Voilà. En, Et ce qui est... en rubané, en Oui, concocté, concocté, concocté. voilà. Et alors, l'une des conséquences majeures, c'est que ça remet en cause l'état de droit à travers la manipulation électorale. C'est sûr. Voilà. Et ça vaut pour tout. Tu as choisi le cadre des élections, de l'opinion politique, mais ça vaut pour Sur la tout. consommation, Ça vaut pour tout. pourquoi telle marque ne se vend plus? Ben, c'est pas grave, parce qu'on a décidé qu'elle devait disparaître au profit de telle autre marque. Voilà. Et c'est extrêmement dangereux. Mais bon, je ne crois pas que ça va durer très longtemps, parce qu'au bout d'un moment, les gens s'ennuient à lire leur propre opinion. Et il y a déjà des sites générés par l'intelligence artificielle qui dégringolent. Parce que l'humain, en fait, ce qui est génial, c'est que l'humain est d'abord naturel avant d'être culturel. C'est ça. Si on ne lui apprend pas, il reste naturel. Exactement. C'est pour ça, attention, écoutez-moi bien, c'est pour ça, mes enfants, que je vous demande d'écarter les opinions qui vont dans le sens du poil et d'aller à contre-courant, et puis surtout de donner de l'information. Et pas des opinions. Et pas des opinions. De vos opinions, à la limite, on en a peu à faire. Frédéric, tu vas nous parler des médias français. C'est ça, exactement dans le, Ah dans, oui. le, dans le fil de ce que vient de dire. Tu vas nous analyser la concentration croissante des médias français entre les mains de quelques beaux chaps. Ça, c'est traduction
grande fortune et ses effets sur le pluralisme démocratique. Le mot avait déjà été lancé par Eddy. Oui, parce que finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a, on le sait bien, hein, dès qu'on va pas tous les renommer à chaque fois, mais des grands groupes de médias, Oui. des grands groupes de communication qui se concentrent. Enfin, on peut y aller, on y va. Allez. Bolloré, Lagardère, enfin, il y a toujours finalement une sorte d'énormes agrégations, on va dire, sur chacun des canaux d'opinion. Et puis, on en vient un petit peu à dire aujourd'hui, pour aller vite, que certains groupes, comme le groupe Bolloré, se concentrent sur une polarisation d'extrême droite, hein, ou de droite, et que d'autres grands groupes qui ne devraient pas être des relais d'opinion, de concentration d'opinion, comme on va les nommer, le groupe France Télévisions ou d'autres groupes, enfin, des groupes d'État, finalement relaient un petit peu plus, un petit peu davantage des opinions dites de gauche. Donc, on a, sans parler des médias, bien sûr, d'extrême gauche. Bon. Donc, on a finalement cette partialité qui est remise en question sur tous les canaux et donc, bien évidemment, un constat anxiogène et quid de nos Antilles, puisqu'on a un petit peu dépeint l'Hexagone, parlons de chez nous. Bah, les médias sont considérés comme enfermant les territoires, alors tous autant qu'ils sont, hein, de la droite à la gauche, C'est vrai. dans des récits de crise C'est vrai. permanente qui fatiguent, qui découragent et puis qui coupent de l'envie de s'engager. Alors pour faire un petit peu respirer ma chronique, je vais vous faire des petites propositions, parce que, il est une chose Ce de sont dire, tes opinions. ce ne sont pas des opinions, ce sont des propositions, vous en jugerez, vos opinions n'engageant que propositions. vous. Finalement, on observe que, et c'est ce qui est de plus en plus dit et qui a un impact quand même, hein, je tiens juste à dire que ça a une grande influence. On a, contrairement au discours ambiant, beaucoup de difficultés à maintenir, parlons de nos secteurs qui m'est cher, le tourisme à cause de la réputation que l'on peut avoir au niveau des violences urbaines, au niveau du contexte. Donc, c'est pour parler concrètement. Donc, il est urgent pour les médias locaux de pouvoir contrebalancer cette influence et pour pouvoir dire ce que nous sommes. C'est dans ce contexte-là que je vous propose rapidement des Tout à des fait. propositions parce Tu as tout à qu'aujourd'hui, fait raison. on est dans une optique un petit peu mortifère de dire: «Oui, voilà ce qui nous tue, enfin ce qui nous fait du mal», mais avec, l'expansion des moyens, aujourd'hui de l'intelligence qu'Eddy a décrit, aujourd'hui, on a, vraiment beaucoup de Possibilité. légèreté, de volatilité, en fait, d'opportunités. Donc à nous aussi d'être combatifs, d'accord? Donc des exemples concrets, chroniques, ils ont trouvé une autre voie que nos médias pourraient relayer et nos réseaux sociaux. En Martinique, des jeunes cumulent des petits boulots, de la création musicale, de la vente en ligne pour rester sur l'île sans attendre un emploi stable. Ça nous parlerait de liberté choisie et pas subie. Je vous en propose 3 autres. Un format la débrouille joyeuse en Guadeloupe. Des cuisinières improvisent des cantines éphémères lors d'événements transformant la cherté de la vie en créativité culinaire. Ça montrerait notre notion de plaisir, notre notion de collectif, cette circulation. Un micro-récit, viens vivre ma journée de une journée avec un pêcheur qui diversifie ses revenus, pêche le matin, sortie touristique l'après-midi, transmission de savoir le week-end, qui montrerait notre capacité de mouvement et d'autonomie. Et enfin, un décryptage express, s'éparpiller pour s'envoler. Pourquoi tant d'Antillais créent plusieurs activités plutôt qu'un seul métier? Montrer la contrainte, mais aussi la liberté qu'elle produit parfois. À nous de faire les appels d'air que nous méritons et que nous souhaitons. Tu as eu tort de laisser trouver la politique. Jingle, tout. Jusque-là, j'ai pris un extraordinaire plaisir à écouter mes amis chroniqueurs. Mais lorsqu'on arrive à la culture et puis à la musique, là, je suis loloï, Daniel. Oui, alors, moi, j'ai trouvé intéressant de parler de l'Atlas des Outre-mer, qui est sorti vraiment, il y a très peu de temps, hein. C'est un ouvrage collectif sous la direction de Fred Constant et de Jean-Christophe Gay. Alors, on connaît Fred Constant, c'est un professeur agrégé de sciences politiques. Légion d'honneur, là. Oui, Il vient promotion de décembre. Il a fait une conférence pour nous, à tous cœurs. Il nous a présenté son dernier ouvrage qui était La géopolitique des Outre-mer. Ouais, c'est bien lui. Et il est également chercheur. Je signale qu'il a été aussi ambassadeur de France. Oui. Il a été dans la Caraïbe et en Afrique.
et Jean-Christophe Gay est lui professeur agrégé de géographie Ouais. et également chercheur. Donc ce sont des gens qui sont des têtes pensantes et qui savent de quoi ils parlent. Alors ça paraît très, 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 très petit, C'est hein, dense. mais c'est un ouvrage qui est très dense. Et Atlas des Outre-mer, déjà le titre permet de comprendre que, contrairement à ce qu'on a l'habitude de penser, l'outre-mer, c'est pas spécifiquement français. On a tendance à considérer que quand on parle de l'outre-mer, c'est l'outre-mer français. Or, l'outre-mer, c'est l'outre-mer états-unien, c'est l'outre-mer russe, c'est l'outre-mer chinois, c'est l'outre-mer anglais. Il y a les puissances ont des outre-mer et qui sont répartis dans tous les océans et dans toutes les mers. Donc, c'est déjà un premier élément que cet atlas nous permet de comprendre que la notion des outre-mer. Ensuite, l'autre intérêt de cet ouvrage, c'est que comme c'est un atlas, ça fourmille de cartes, déjà, comme tout atlas qui se respecte, et ensuite, ça fourmille de données, que ce soit des données démographiques, mais je dirais pour tout le monde, hein, c'est pas encore une fois, c'est pas que français. Des données démographiques, des données politiques, des données sociales, des données financières. Donc, c'est des éléments qui nous permettent d'avoir une meilleure appréhension du monde. Et puis, ça nous donne aussi des données géopolitiques. Et dans l'époque que nous vivons, c'était particulièrement intéressant de comprendre les enjeux géopolitiques qui se passent qui se passent dans le monde. Et pour prendre simplement une illustration parce qu'elle est d'actualité, quand on parle des États-Unis, les États-Unis ont 2 États qui sont Hawaï et Porto Rico, donc un dans la Caraïbe, un dans le Pacifique. Mais il y a également d'autres îles et ce qui fait que les États-Unis peuvent prétendre que partout dans le monde, leur sécurité peut être mise en danger. Et donc, c'est pas compliqué, il n'y a pas besoin de plus d'argumentation que ça. Les États-Unis peuvent considérer qu'ils peuvent intervenir quelle que soit la région du monde. Et donc, pour mieux comprendre ce qui se passe, moi, je trouve que c'est une lecture intéressante et il faut saluer le côté scientifique du traitement de ce petit ouvrage. Moi, ce que j'ai dit souvent, Eddie avait même fait une action à l'époque pour faire l'inventaire de toutes les têtes d'œufs, enfin, de tous les cerveaux que nous avons de par le monde. Comment, quand tu es ici, tu es là, tu es à la collectivité à 18, 19 degrés, tu votes tes petits trucs, tu te dis pas qu'il y a des Martiniquais qui peuvent penser et réfléchir pour toi. Pourquoi ça ne leur vient pas à l'esprit? Pourquoi tu lis pas ce bouquin-là? Pourquoi tu n'as pas recours aux intelligences de par le monde? C'est un réflexe de peur. Ils ont peur que Alors, il y a à peu près 400 000 Martiniquais en Ouais. dehors de la Martinique Ouais. et il y en a 50 000 en dehors de la France. Et ce sont des gens qui occupent des postes qui sont stratégiques. Patrick Chaumet, qui est le grand frère de Daniel Chaumet, Ouais. il est le numéro 2 de Samsung. Ouais. Il est basé à Londres et il gère le plus grand opérateur fabricant de téléphones du monde. Et c'est un type qui est appelé par un certain nombre de chefs d'État, etc. Mais les types d'ici ont de manière complètement irrationnelle peur de ces gens-là. C'est-à-dire que tu Donc, peux, c'est une richesse. Alors, c'est-à-dire que tu peux, attendez, tu peux l'appeler, lui donner un billet d'avion, ne même pas, il te dira non. mais je l'ai fait, veux je l'ai payer. fait, je l'ai fait. Attends, en 2013. tu es élu, tu n'es pas élu, Oui, tu n'es pas oui, élu. excuse-moi, excuse-moi. Tu Et vois, tu- je l'ai fait. Et tu lui dis, venez nous expliquer un petit peu comment on Comment peut ça créer un atelier de montage, quelle filière, quel créneau, qu'est-ce qu'on doit faire. Et puis tu ne le fais pas, donc tu es un criminel. Jingle, musique. Je te présente même pas, je te laisse faire ton truc. oui. Je sais que tu piétines là pour nous. Alors, roule, mon fils. On m'a pas dire rien. Dis-moi un Dis, petit peu. dis. Alors, je vais commencer, si vous voulez, en remerciant José Privat qui me rappelle que Paul-Jules Vécou, dont on a parlé la semaine dernière, avait 98 ans. J'avais dit 79 ans, je m'étais... voilà. Oui, bien. 98 ans, voilà. Un siècle. Dans un deuxième temps, je vais faire un petit tour dans l'histoire. J'aime toujours faire ça parce que je vais vous parler de plusieurs artistes aujourd'hui, dont un petit mot sur Hugues Copette et Max Rancé, qui ont été à l'origine d'un des premiers disques qui est apparu, qu'on voit à l'écran, Sous le ciel des Antilles. Hugues Copette, la famille Copette, Max Rancé, et je vais vous faire écouter Sous les cocotiers,
une œuvre qui a été interprétée magnifiquement à la clarinette et qu'on entendait tous les matins à la radio Ouais, avant. ouais. Voilà. C'est ça qui est la reprise. Un souvenir de C'est la Hubert Copet. reprise. Alors, pour rappel, Hubert Copet avait créé une première période en Martinique qui s'appelle Le Blessé Bobo, Ah bon? qui était aux Trois-Îlets. Voilà. C'est un album qui a été enregistré dans les années 60. Hit Parade, vous voyez, et voilà, Aretti, c'est eux qui avaient fait cet Est-ce que je album-là. peux juste dire que Bien la entendu. clarinette, ce n'est pas un instrument du passé, parce que Tout à pour ceux fait. qui regardaient l'émission Prodige, il y a des millions de personnes qui Absolument. regardent ça, il y a un jeune qui jouait de la clarinette et qui a été remarqué. Absolument. Tout à Donc fait. les jeunes aussi jouent de la Voilà. clarinette. Ceux qui n'ont pas connu Hubert Copet. Oui, Hubert Copet. Alors, mon deuxième sujet sera de parler, de faire un clin d'œil à Sabine Beauchesne au Boucan de la Baie. Je crois que c'est a été la 28e édition. 26e. 26e édition. C'est une manifestation qui rassemble et j'ai choisi de faire un petit clin d'œil au Boucan de la Baie que je vous invite à voir à travers deux artistes. Changer toute la nature. Qui ça pouvait, qui ça pour dire. Comment bouleverser puis sensation. Oh. Alors, ce que je veux dire, alors, je fais un petit clin d'œil à Tony Chasseur parce que c'est lui qui s'est investi pour créer cet hommage à Edith Lefelch, magistrale chanteuse qu'on a perdue. Et puis, j'ai envie de dire aussi que les Boucans de la Baie, ça devrait être, à mon avis, quelque chose d'encore plus fort, plus fort. Hein. Jusqu'il y a de nombreuses manifestations autour des Boucans de la Baie. Il y a des visites, il y a des balades en bateau. Mais ça aurait été bien aussi qu'il y ait un bel écran qui était Boucans de la Baie Martinique. Enfin, je dis ça aussi parce que je pense toujours au moment où on est dans la communication optimale, quoi, aux effets qu'on peut avoir. Les Boucans de la Baie, c'est un produit culturel martiniquais également. Voilà. Alors, pour le troisième, alors, on a eu l'occasion de beaucoup de parler de la compagnie créole et même j'avais aussi fait un petit reportage sur comment il s'appelle, notre ami Clémence Brinton, montrant son implication, son investissement. Ces derniers temps, il y a eu quelques parutions sur des propos concernant la compagnie créole qui n'est pas suffisamment Les propos de antillais, Cécile etc., Miroir, etc. Voilà. Donc, on va essayer d'écouter un peu ce que nous disent les gens de la compagnie créole et comment dire, comprendre leur ressenti, quoi. Dans la Martinique, il y en a qui me sont moqués de moi, qui m'appelaient compagnie française. On n'a pas compris cette réaction. Certains endroits, on ne vous considère même plus comme un noir. Dans la communauté noire, quand vous êtes une sorte de blanc. Ça attriste, parce que à ce moment-là, on se dit, nos compatriotes ont des œillères. Mon but, c'était d'exister en tant qu'artiste. Je ne voulais pas exister en tant qu'artiste intimiste antillais qui fait tous les petits bals antillais. Non. Je préférerais me voir à l'Olympia avec un public de tout venant. Le métier, il est fait parce qu'on l'aime, mais il est fait aussi pour qu'on en vive. Voilà, ça me paraît très important et je vais aussi vous livrer un propos de Dominique Legault qui est à Martinique Première. Elle dit, derrière nos écrans, nous disséquons, nous tranchons, nous nous opposons.
Les choix artistiques deviennent des champs de bataille. Les échanges se durcissent et la division prend le pas sur la réflexion. Il se dégage une énergie à commenter, à critiquer, à accuser. La culture mérite mieux que nos guerres internes, nos urgences aussi. Voilà, donc j'ai tenu à partager, si vous voulez, parce que la compagnie créole, c'est aussi une émanation, si vous voulez, Bien de sûr. cette diversité que nous avons. Et il est heureux que des artistes comme ça aient pu quand même ouvrir le chemin, à mon sens. Hein. Je peux vous lire quelque chose? Ah, vas-y. J'ai eu l'occasion d'en parler. Je ne sais pas s'ils ont gardé cela dans le fameux documentaire de Martinique Première ou bien Mhm. d'une chaîne officielle, où il est titulé, enfin, critiquant et mettant dans la bouche de Jocelyne Béroir un extrait d'une interview où elle aurait fustigé la compagnie créole, et dire que je me réjouissais de leur succès. Eux-mêmes avaient discuté avec moi de leur envie d'écrire eux-mêmes leurs chansons, car tu l'auras compris, c'est Daniel Vanguard qui composait leurs tubes à destination de 64 millions d'âmes. D'où ma phrase, leur musique n'était pas prévue pour nous. Et c'est ce qu'ils disent, il y a coïncidence, il n'y a pas de conflit. En tous les cas, mes amis d'un groupe que je consulte tous les jours et qui ont fustigé notre amie sœur Jocelyne Béroir pour dire que et les compagnies créoles et Jocelyne tout à fait d'accord avec la thématique. Cette musique n'était pas faite pour nous. Voilà. Tu sais, j'avais envie de Tout à dire, fait. quand Di Falco fait ses genres lyriques aussi, moi je suis bien content qu'il y ait des Antillais qui gagnent, quoi. Ah Ouais, oui. et c'est peut-être pas nos musiques. Enfin, j'ai Mais pas d'opinion à arrêter. Hein. c'est un grand Ouais. débat, hein, Ah parce oui, j'ai que pas d'opinion à arrêter, mais parce je que veux dire, bon, ouais. je veux dire, il y a très, très longtemps que Ouais. les artistes antillais jouent du violon, répètent ce qu'ils entendaient à Saint-Pierre, donc C'est ça fait partie aussi de nous, hein. bien. Et l'essence de l'art, c'est la liberté. Ouais. Alors, mon quatrième sujet, ce sera de faire un clin d'œil à un homme qui s'appelle Mr. Love. Voilà. Mr. Love, et il a enregistré avec Barrel Copette. Vous vous rappelez Machine Mondaie de Pacali? Vous vous rappelez de ça? Il y avait aussi Où les ballons, Gilles Vauclin. Je J'étais sais pas, si vous j'étais avez pas ça. née, Christian. T'étais pas né. Bon, en tout cas, et là, il chante un petit extrait d'une composition de Mano Césaire qui s'appelle Coupé Canne. Écoutons, regardons. Tous les jours au pipi, non l'enca, parti dans canne, où il travaille toute la journée, en bas chalet, soleil là, il pas qu'à t'en mettre là, chanter dans pied bois, il pas qu'à pétale, fleur qui qu'a ouvert, ni belle capresse n'a passé, c'est le bagaille qu'a ouvert. Voilà, alors c'est une magnifique chanson, je vous dis ça. Et après, ça finit pour ça vivre heureux en pays. Hein. Donc c'était Mano Césaire, mais il y a 40 ans. Hein. C'est une très très belle chanson. Donc clin d'œil à Mr. Love. Voilà. Et puis clin d'œil aussi à son fils Thierry Love, qui joue avec ces ziglas, qui a un succès incroyable. Mais Thierry Love, c'est aussi de l'émotion. Écoutons, observons, écoutons. Initial, ini l'emmène, pied bois et animaux. Ini soleil pour clairer la journée. Ini la ligne pour clairer la nuit. Ini clochard, ah ah, ni moun qui riche, ni moun qui malheureux. Ni ça qui arrive, ni ça qui a plairé. Pour qui tout ça, mais pour qui tout ça, oh, là, doudou. Alors c'est une chanson de Jean-Philippe Martelly, Mystère la Via, interprétée de façon émotionnelle, de façon profonde. Et on a besoin de ça aussi chez nous, de profondeur, d'écoute, pas simplement d'agitation. Tout ça, ça construit culturellement nos concitoyens. Voilà, donc j'ai tenu à faire ce clin d'œil à deux extraordinaires personnes, Thierry Love et son papa, Mr. Love. Voilà, mon cher Gérard, ce que j'ai pu vous proposer aujourd'hui. Je peux vous féliciter?
Avec plaisir. Je trouve que vous avez été très bon. Alors, continuez comme ça pendant toute l'année. Alors, on est bien d'accord, hein. Alors, pas d'opinion trop banquée. Mhm. Des suggestions, peut-être des propositions, peut-être, oui. En faisant la dissection entre ce qui est la partie factuelle, les faits, et puis la partie opinion éventuellement, parce que vous n'êtes quand même pas des robots. Je ne suis pas le grand chef ChatGPT qui... Vas-y, dis. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on s'inquiète. Je pense que c'est un lien avec la chronique que tu m'avais confiée. Nous sommes naturellement bons. Voilà. Est-ce que ça pourrait être le sujet? La prochaine émission va traiter du fait que nous sommes naturellement Ah ben, bons, c'est dit alors. Je peux vous sortir des tonnes sur ça. que nous sommes bons dans de nombreux secteurs. En tout cas, la Martinique est bonne, elle est belle. Et peut-être meilleur. Elle peut être beaucoup meilleure. Il faudrait prendre un pinceau, puis enlever les sargasses, prendre un pinceau, éclaircir le ciel, prendre un verre d'eau, le purifier. Il soit très, Oui, profitons-en. Ah ouais, Magnifique. pas mal, ouais. Profitons-en et en tous les cas, saluons ensemble, Mhm. bien bas ce public que nous aimons, que nous chérissons. Et donnons-nous rendez-vous la semaine prochaine aux heures différentes de édition de cette émission chérie que vous Et aimez. bonne lecture. Oui, absolument. Thank